Vous le savez, c'est au stade du Heysel à Bruxelles que doit avoir lieu le 29 mai la super finale de la Coupe des champions européens Juventus-Liverpool. Ce matin, au stade du Heysel, 3 petits guichets se sont ouverts pour vendre les quelques tickets encore officiellement disponibles. Autant vous dire que ça n'a pas duré longtemps et qu'il n'y a désormais plus aucune place, ni assise ni debout, pour ce match. Qui avait organisé le Varianada, avec 2 autres Italiens qui déjà ont passé la nuit ici avec le sac de couchage. Ah, mais moi, pour la famille, on est à 10, je veux 10 places, absolument. Vous allez les obtenir? Ah, mais par tout moyen, tout le monde va rentrer dans les stades, style barbare. Je suis venu ici à 6h moins quart, j'étais là. Et vous avez des billets? Non, je n'ai pas, j'étais obligé, j'étais en train d'être écrasé. Je ne vais pas me faire écraser par une foule, par une meute de gens enragés, non? Des informations que nous allons développer dans la suite de ce journal, mais bien sûr, l'événement ce soir, c'est le football, c'est la finale de la Coupe européenne des champions qui commencera au Heysel à 20h15. Vous le savez, le match au sommet Juventus-Liverpool, c'est pour ce soir. Il y aura 58 000 spectateurs et 400 millions de téléspectateurs. Entre les Rouges de Liverpool, détenteurs du trophée, et les Bianconeri de la Juventus de Turin, qui eux ont tout gagné, sauf la finale de cette Coupe d'Europe des clubs champions. The men from the Anfield Spying Cup team is Liverpool FC. They're the great team, you'll agree. They go down in history. Le 29, nous sommes descendus du bateau et avons pris le train pour Bruxelles. C'était génial, l'ambiance était incroyable, le temps était fantastique. C'était rempli de supporters de Liverpool. Alors ça chantait dans le train, les gens buvaient, l'ambiance était géniale. Le voyage en train était fantastique. C'était une aventure pour moi et mes amis. Vous savez, nous avions la finale de la Coupe d'Europe à Bruxelles, et cela m'a semblé être une chose intéressante à faire. Prendre le train avec les supporters et voir ce qui se passe. Vous savez, pour voir qui étaient ces gens, qui étaient ces supporters, comment ils se comportaient. Il y avait un mélange d'âge. Vous savez, des supporters de longue date, il est probable que leur famille ait toujours soutenu Liverpool. C'est une sorte de tribalisme. Les gens se rassemblent autour de l'idée d'une équipe et d'un club. C'est une façon de se rassembler. Liverpool avait une équipe géniale. Ils avaient gagné la Coupe d'Europe les années précédentes. Sur le plan footballistique, nous étions brillants. La vie d'un supporter de Liverpool était fantastique parce que nous avions beaucoup de succès. On gagnait tout le temps. On allait régulièrement à Wembley en finale de la Coupe. Les joueurs étaient géniaux. Les supporters, le stade, le COP. Nous arrivions au terrain de football à 1h30.
et nous commencions à chanter. Tout le long du match, on chantait. L'atmosphère était incroyable. C'était magique. La Juventus était l'une des équipes les plus fortes au monde avec Liverpool, Manchester, le Real Madrid et aussi Barcelone. C'était véritablement une équipe très forte, qui est arrivée tant de fois en finale de la Coupe des Champions, mais qui n'a gagné que 2 fois. Quand nous sommes arrivés pour la 2e fois en finale, un groupe s'était organisé pour voir cette finale de la Coupe des Champions. Vous avez l'impression d'être accroché à la Juventus comme d'autres le sont, je sais pas, un parti politique Ouais, une religion, oui, tout à fait. Tout à fait. Pour nous, ça devient un rite. Les matchs, les déplacements, on a l'impression de faire nous-mêmes partie du club à 100%. Nous, au football, on est avec ça dans le cœur. Puis le dimanche, je veux dire, dans mon petit village, bon, on est avec ça. Hein. Vous pourriez mourir pour la Juventus? Oui, je crois que j'aurais pas peur à mourir, je vous dis franchement. C'est-à-dire? Je ne sais pas, parce que moi, je pense que je vais voir un match un jour que la défaite, le cœur s'arrache et c'est fini. C'est mort pour la Juventus. Ça serait une belle mort? Oui, la plus belle que je souhaite. Bonsoir à tous. Ce sera incontestablement l'événement sportif de l'année en Belgique en football. Mais ce n'est pas seulement un événement sportif, c'est aussi un phénomène de société. C'est l'occasion pour une certaine humanité de révéler ses facettes les moins admirables, mais aussi, il faut le dire, certains côtés amusants. Je veux parler, bien sûr, de la finale de la Coupe d'Europe. Oui, on savait quand même que les supporters britanniques avaient une certaine réputation de bien s'amuser et d'avoir des amusements relativement violents. Et puis, on avait suivi le fait qu'ils venaient par bateau et par train avec un accompagnement quand même policier, plus ou moins, parce qu'on craignait des débordements. Monsieur le bourgmestre, vous avez pris, je pense, des mesures de sécurité exceptionnelles. Quelles mesures concrètes avez-vous prises, entre autres? Nous avons pris des mesures de police, contact avec la police anglaise, avec la police italienne. Il y aura des policiers anglais, il y aura des policiers italiens. Nous travaillons en collaboration, en coopération avec la gendarmerie. Et finalement, il y aura des centaines de policiers qui seront tout au long des parcours qui peuvent être empruntés pour arriver ici. Et il y en aura des centaines à l'intérieur du stade pour éviter tout incident. On connaissait la réputation des Anglais. Les policiers, en tout cas, savaient comment ils se comportaient à l'étranger, et même parfois chez eux, mais surtout à l'étranger. Alors ce reportage portait sur la violence dans les stades, donc le hooliganisme, qui est un phénomène qui existe depuis très longtemps, mais qui est vraiment très très fort. En Angleterre, il n'y a pas un match où il n'y a pas des bagarres, mais épouvantables. Et puis, le phénomène commence à s'exporter, surtout quand les équipes britanniques voyagent en Europe lors des compétitions européennes des clubs ou lors des matchs internationaux. Liverpool supporters have travelled extensively throughout Europe. They know the police rules, what the police in Belgium will allow, because they've been here before in other matches. And so we don't anticipate particular problems. We didn't allow them to have any alcohol coming across on the boats and trains. And so when they arrived in Belgium today, they were still sober.
30,000 Liverpool and Juventus fans have congregated in Brussels for tonight's match. The mood has been generally good-humoured, but trouble flared in the main square this afternoon. A heavy metal table was thrown through a jeweller's shop window. A group of drunken fans then looted the shop, stealing £150,000 worth of jewellery. Fighting has also broken out among the supporters themselves, one eyewitness claiming that knives were being used. One man has reportedly been taken to hospital. 1,500 armed police have been put on duty here. They say they're prepared for more incidents, especially if Liverpool lose. But it's feared that as many as 3,000 Italians have arrived without realizing they've bought forged tickets. Another reason why tempers may flare. Il y a a priori un antagonisme très fort entre ces deux clubs de supporters. D'un côté, Liverpool, qui a été une ville extrêmement riche, la deuxième ville la plus commerciale d'Angleterre durant la colonisation, mais avec la guerre, puis la crise économique, elle a plongé. Il y avait 35 000 dockers, il n'y en a plus que 2 000 quand on fait le reportage. Dans le club de supporters où il y a 12 000 membres, la moitié sont des chômeurs. Liverpool, dans les années 80, il y avait beaucoup de chômage. Il semblait qu'une culture de la drogue faisait son apparition aussi. Alors, oui, politiquement, c'était pas terrible. Liverpool allait de plus en plus mal. Il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. Il y avait beaucoup de colère autour de ce que faisait Margaret Thatcher. Et je pense qu'il y avait beaucoup de mécontentement, un nombre croissant de chômeurs, en particulier chez les jeunes. Parce que la plupart des jeunes qui n'étaient pas allés à l'université dépendaient dans une certaine mesure, ou du moins beaucoup, de l'industrie manufacturière. Et ces usines fermaient les unes après les autres. Il y avait beaucoup de violence. La brutalité avec laquelle la police, très souvent à l'aide de gaz lacrymogène, a réprimé la grève des mineurs était assez sinistre. J'ai découvert que Noël n'existait pas lorsque j'avais 3 ou 4 ans et que mon père était en grève. Il a dû me dire que le Père Noël n'existait pas parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter des cadeaux. Donc, il n'y avait pas de cadeaux. C'était du genre, écoutez, je suis en grève, il n'y a pas de travail, donc il n'y a pas de cadeaux. Vous avez de la chance d'avoir de la nourriture. Liverpool, au début des années 80, n'était pas un endroit où il faisait bon vivre sur le plan politique. Sur le plan communautaire, c'était un endroit formidable. Les gens étaient fantastiques. Et je pense que le football a joué un rôle important, car nous avions quelque chose à attendre avec impatience, même si les perspectives d'emploi et tout le reste étaient plutôt difficiles. Ainsi, le fait de marcher avec l'espoir dans votre cœur et vous ne marcherez jamais seul, vous donnez l'impression qu'on pouvait s'en sortir. C'est un peuple d'ouvriers, un peuple de souffrance, pour qui les Reds sont le dernier espoir. Et puis de l'autre côté, il y a les Italiens avec leur facilité, une ville riche, culturelle. Donc c'est la culture et la réussite face au désespoir. Turin, dit-on ici, c'est la vraie capitale de l'Italie, car c'est la ville de Fiat, un monde à part, le moteur de l'industrie italienne. C'est aussi la Fiat de la famille Agnelli et ses 30 000 ouvriers qui font de Turin la capitale du football, avec une équipe de choc, la Juventus. La Juventus, les bianconeri, les noirs et blancs, les enfants chéris du PDG de la Fiat, l'équipe la plus redoutable d'Italie. Chaque footballeur vaut son pesant d'or. Aucun d'eux n'a été kidnappé jusqu'à présent. Les Italiens ont plus de respect pour les footballeurs que pour les hommes politiques.
Son public est à l'image de l'équipe. Il vient lui aussi de toute l'Italie. Ouvrier de Fiat, émigré du Sud, paysan du Piémont ou employé de bureau. Les supporters de la Juventus, selon moi, sont des gens dans la grande majorité très équilibrés, calmes. C'est clair que, comme dans toutes les équipes, il y a aussi la frange des ultras. Mais il me semble que par rapport aux autres clubs, ces supporters de la Juventus, même les ultras, étaient un peu plus calmes que les autres. L'italien est très théâtral. On aime provoquer. On a une certaine classe. Tandis qu'en Angleterre, on en vient vite aux mains. Du reste, c'est pas par hasard qu'en Angleterre, on n'a pas le droit de boire durant la journée. C'est à partir d'une certaine heure qu'on peut boire de l'alcool dans les pubs. Comment ça se passe pour vous pour le moment? Ah ben bien pour le moment, ça va, beaucoup de bruit. Dans l'ensemble de la bonne humeur et de la compréhension, actuellement. Vous avez institué un système là, je vois, vous laissez rentrer. C'est le passage, c'est le sas. C'est l'ouvre-porte. Sans ça, votre librairie est dévastée? Ah, elle n'existerait déjà plus depuis longtemps. Mais ça se passe bien. Dans l'ensemble, le Tout doucement, on va amener tout ce troupeau, moi j'appelle ça un troupeau, d'animaux, bon. On va amener ce troupeau gentiment maintenant vers le Heysel. Voilà, tout doucement, on y va. On a sonné le rassemblement et tout le monde, soit par le métro, soit à pied, vers le Heysel. C'est un bon parcours, je me dis, on les laisse aller à pied, ça va un peu les dessouler en attendant. Bon. Alors Michel Platini, le fait que la finale se joue à Bruxelles, pour vous, ça a une importance quelconque ou pas du tout? Il faut bien jouer quelque part. Donc c'est une importance dans la mesure où c'est tout près de la France et j'ai beaucoup de copains qui vont venir voir le match. Qu'est-ce que vous craignez particulièrement à Liverpool? Je crains leur style de jeu, disons, leur côté psychologique. Quoi qu'il se passe, ils joueront toujours leur même football. C'est peut-être un avantage pour nous, mais c'est peut-être un défaut parce que psychologiquement, ils sont peut-être plus forts, ils ne sont pas autant embêtés qu'en Italie, où on est obligé de gagner tout le temps, on est dos au mur. Vous êtes préparé dans le calme à Genève? Oui. Oui, bah oui, Genève, c'est calme, oui. C'est très calme. Trop calme? Non, c'est très calme. Mon rôle exact était de préparer cette rencontre. Dès qu'on a su qu'on allait hériter de cette finale, immédiatement, des réunions ont été organisées par la Fédération de football belge. Et donc, moi, je représentais la police de Bruxelles. Et alors, la première chose dont j'étais étonné, c'est que la gendarmerie était également présente. C'était bien la première fois que la gendarmerie était présente pour un match de football au Heysel. J'ai appris qu'il y avait eu un accord avec mon commissaire en chef qui avait accepté de partager le stade en deux. Les blocs dont j'avais la responsabilité représentaient la moitié du stade, c'est-à-dire une diagonale. La tribune d'honneur et la droite de la tribune d'honneur étaient réservées à la police locale. Les blocs Z, X et Y et la tribune 2, une tribune assise, étaient réservées à la gendarmerie. Les blocs
M et N étaient occupés prioritairement par des supporters de la Jouve. Le bloc O par des supporters neutres, c'est-à-dire des Belges. Les blocs X et Y étaient occupés par les supporters anglais et le bloc Z par des Belges, des supporters neutres. La veille, on me téléphone au bureau et on me dit « Il y a un capitaine qui souhaite vous voir. » Un capitaine que je n'avais jamais vu de ma vie, le capitaine Johan Mahieu. Et je vais même avec lui au stade. Et je lui montre, je dis « Tiens, capitaine, voilà les barrières Eras que j'ai fait mettre. Alors vous voyez ici, capitaine. » En fait, moi, je lui explique tout le bazar parce que ce pauvre garçon, il était au courant de rien. Oui, dans les années 80, il n'y avait pratiquement aucun contact entre la gendarmerie et la police de Bruxelles, entre autres. On n'avait même pas de relation de radiocommunication entre nous. Donc c'était vraiment chacun chez soi. J'étais commandant de la brigade de Bruxelles, donc j'avais mes activités quotidiennes. Je pense qu'on était 140 à travailler à l'époque, donc ça vous donne déjà une idée. Tous les soirs, si vous regardiez la télévision, il y avait quelque chose. Si ce n'était pas une bombe des CCC qui avait explosé, c'était une attaque des tueurs du Brabant. Et puis il y a eu la visite du pape en 1985. C'était donc une période où il se passait les choses qui occupaient la population, mais aussi les services de police. Ils étaient constamment occupés par cela. Les tueurs du Brabant étaient vraiment la priorité absolue. Je ne me souviens pas du nombre total de morts, mais il y avait une attaque toutes les quelques semaines. C'était une période très mouvementée dans tous les sens du terme. Je suis arrivé au stade vers 3 heures. Et la première chose que j'ai faite, c'est de repérer le stade avec mes hommes. Je l'avais déjà vu la veille, autant que je pouvais y voir quelque chose. Pour moi, c'était la première fois que j'allais dans un stade, car le football ne m'intéressait pas et je n'avais jamais été dans un stade en tant que professionnel. Nous entrons au Heysel à 16h avec les premiers supporters. Une fouille, pas très sérieuse, mais une fouille quand même. Tous les drapeaux étaient conservés à l'extérieur et tout le monde est entré petit à petit. They took the stick out of her flag, and she's awfully upset. I don't understand. She brought it from England, you know? Where do you come from? From England. Where from? Liverpool. Liverpool. You have been all the way to come to the... Yes, we drove over, came over on the hovercraft. I see. That's all, it's my daughter. Yes, it's the first time abroad, you know? Beaucoup de monde. Oui, bon, inimaginable. Inimaginable. Et ça vous fait pas peur? Vous êtes promené un peu cet après-midi? Déjà ce matin, maintenant cet après-midi, viens voir comment ça se joue. Vous voyez vous-même quelle histoire. Ça n'en finit pas. Alors c'est une bonne chose, une mauvaise chose pour Bruxelles, ça va pas y aller. Une bonne chose. Pour une fois qu'on... Il faudrait pas ça tous les jours. Il y avait autant d'incidents potentiels du côté italien, et en réalité, ils avaient plus de problèmes du côté italien que du côté anglais. Les deux camps étaient donc égaux en termes de risques attendus. J'avais fait mettre une enceinte autour du stade, une enceinte avec des barrières Eras, pour qu'il y ait du recul entre les petites portes d'entrée du stade et du recul pour pouvoir fouiller les supporters qui allaient rentrer. Donc, on avait, bon, je vais dire, une dizaine de mètres de recul, 20 mètres de recul, tout à fait autour du stade. Une partie des barrières Eras par terre.
dès le départ, ça s'annonce plutôt mal, vu l'indiscipline des Italiens qui ont renversé toutes les barrières extérieures et qui passent d'un bloc à l'autre, alors que la police a difficile à intervenir. Plus jamais alors? Bon, plus jamais, plus jamais, il faut toujours essayer de faire mieux, mais enfin, il est tout de même certain qu'alors qu'on avait craint la violence des Anglais, que nous risquons d'être confrontés à, comme je viens de dire, l'indiscipline notoire des Italiens. Deux races un peu différentes, hein. Les Italiens qui sont un peu chauds la tête. Et les Anglais qui, bon, ils sont... C'est ça. Et bonne nuit, hein? Ok, merci beaucoup. Calmez-vous! Il y a un truc qui a fait une terre par là. Je t'ai parlé de là. J'ai de bateau, hein? J'ai remarqué qu'il y avait une certaine tension dès le début, mais je n'ai jamais trouvé cette tension anormale. Je savais qu'il y avait des gens qui viendraient sans billets, je savais que certaines personnes ne seraient pas contentes parce qu'elles devaient rendre leur drapeau et autres. Donc pour moi, c'était une tension normale que nous pouvions contrôler à l'extérieur du stade. Nous n'avions pas de billets lorsque nous sommes venus en Belgique. Nous n'avions pas de billets, mais nous espérions en obtenir. Nous savions que des gens les vendraient à l'extérieur. Nous savions que certains billets auraient été attribués à des locaux qui n'allaient pas aller au match, qui allaient les vendre. Nous sommes donc arrivés et nous avons fini par obtenir nos billets pour la section Z, pratiquement au prix coûtant. Apparemment, c'était une zone neutre. Mais il y avait des fans de la Juventus et des fans de Liverpool. Et je suppose qu'il y avait aussi des supporters neutres, je ne sais pas. Nous sommes entrés. Nous n'avons même pas eu à montrer nos billets. Nous avons juste passé les tourniquets et nous avions toujours nos billets. Même quand nous sommes rentrés à la maison. Alors... Allez, hop, circulez. Pas d'open. On passe. Les billets avaient été achetés via une agence. Je ne savais rien de cette tribune Z, ni de l'endroit où nous allions nous trouver, parce que je faisais confiance à cette agence. Nous nous sommes donc retrouvés dans la tribune Z. L'ambiance dans la section Z, lorsque nous sommes entrés, a bien débuté. Mais nous avons ensuite remarqué que certains, de notre point de vue, semblaient un peu de mauvaise humeur et avaient l'air d'avoir envie de faire des histoires. Nous étions donc un groupe et mon ami Steve parlait un peu français. Alors, quand nous avons pensé qu'il y aurait des problèmes, il est allé parler aux gendarmes et leur a dit « Nous pensons qu'il va y avoir des problèmes. Pouvez-vous nous déplacer dans la section des supporters de Liverpool ?» Et les gendarmes ont accepté. Nous ne voulions pas de problème.
Nous sommes venus ici pour assister au match du siècle, chanter pour notre équipe aussi fort que possible et gagner la coupe. C'était notre principal objectif, gagner la coupe. L'ambiance est électrique. Ça gueule dans tous les coins. Ça crie, ça chante. Je dirais pendant 1 heure, c'était très bon enfant. Mais dès l'instant où le stade s'est rempli, on a eu le sentiment que ça commençait à chauffer. Van harte welkom op het Heidelstadion. De organisten hopen dat deze avond een grandioos feest wordt. Que le meilleur gagne. L'atmosphère du stade était immédiatement imprégnée de peur. Et puis j'ajouterais qu'entre nous et les Anglais, il n'y avait qu'un grillage à poules, un grillage inutile, et pas de gendarmes. Dans le stade, il y avait au départ un secteur d'une dizaine de personnes debout, et il y avait aussi un certain nombre de gendarmes en bas, près du terrain de football. Je me souviens que la séparation entre X, Y et Z était, en toute honnêteté, pathétique. Mais elle aurait dû faire l'affaire s'il n'y avait pas eu de trouble. Tout a commencé par les insultes des Italiens, les provocations. Que font les Anglais qui sont vraiment à quelques mètres d'eux? Eh bien, ils détruisent un peu des parties du Heysel qui sont vraiment... C'est un stade qui est vieillot, c'est incroyable qu'une finale ait pu être organisée là-bas, et ils les lancent sur les Italiens. C'était des gradins avec des marches en terre battue, avec un profil en pierre, mais un profil de pierre tout cassé. C'est pourquoi, disons, qu'il était facile pour les Anglais de trouver des pierres. Je me souviens que je parlais avec un couple italo-belge, mari et femme, et j'ai vu que du sang avait giclé de la pauvre dame et que quelqu'un criait « Contre-attaquez, contre-attaquez ». Et puis, je dirais que le moment où, pour la première fois, je me suis dit « Ouh là là, il peut se passer quelque chose », c'est lorsque un Anglais a brûlé un drapeau italien. On sait très bien que c'est quelque chose d'extrêmement violent de brûler un drapeau italien. Ça représente quelque chose, ça représente le cœur de ces supporters qui sont pas loin d'eux. Et je vois du côté italien des tifosi, mais violents. Hein? Ils ont réussi à casser une partie de la clôture entre le gradin et la piste d'athlétisme. À un certain moment, il y en a quand même une 50aine de jeunes
Italiens qui parviennent à arriver sur la piste. C'est à ce moment-là que moi je me retourne et que je vois de l'autre côté le drame qui est occupé à se réaliser. Si quelqu'un attaquait un membre de votre communauté, que feriez-vous? Rester là à regarder ou aller aider? C'est pour ça que j'ai chargé. Il n'y a eu que quelques minutes de bagarre avec les supporters de la Juventus. Puis, on a eu l'impression que ça allait se terminer. Alors on s'est dit, OK, on y retourne et on chante. Mais quand les gendarmes sont arrivés pour nous séparer, au lieu de faire comme la police anglaise, c'est-à-dire créer une ligne et rester sur place, ils ont commencé à nous frapper avec des matraques. Nous nous sommes alors retournés et nous avons commencé à nous défendre. Parce que vous n'allez pas laisser quelqu'un vous frapper avec une matraque. Maintenant, je comprends pourquoi les gens derrière les gendarmes ont paniqué. Parce qu'ils ont pu penser que nous voulions nous venger d'eux. Ce qui n'était pas vrai, c'était pas le cas. Guardateli voi, guardateli! Et là, c'était affreux. Affreux parce que c'est le moment où les supporters italiens commençaient à étouffer. C'est là qu'ils nous demandent à nous de les tirer. On assiste à l'agonie. Et on était impuissants. Je disais, mais est-ce qu'on a le droit de continuer de tourner ? On ne doit pas les aider, mais en même temps, ils étaient prisonniers. Je veux dire, il y avait la moitié du corps, ou même des fois, il y avait juste une tête qui dépassait. On ne pouvait rien faire. Je me suis senti poussé, écrasé, emporté par cette foule. Et là, je me souviens avoir senti des gens qui venaient sur moi, qui tombaient sur moi. Et là, à un certain moment,
j'ai commencé à manquer d'air. Et j'ai senti un grand poids dans le cœur. Et à un certain moment, j'ai ressenti une grande chaleur et j'ai vu une grande lumière blanche. Je m'en souviens parfaitement. Et j'ai pensé que c'était la fin. J'ai pensé à mon bébé et à ma fille. Comme par magie, j'ai recommencé à respirer. Pourquoi cela? Parce que ma chance était que les parents d'une petite fille qui était sur moi et qui, en voulant la sauver, ont soulevé ceux qui étaient au-dessus de moi. Et c'est comme ça que j'ai pu respirer et sortir. Mon frère, il est dedans, il ne peut pas depuis ça. Ça, c'est fini, on sortit d'Angleterre, c'est pas ça. Non, ça dégrade. Les policiers, ils ont rien fait. Comme des poulets, c'est laissé l'attaquer. Nous avons été témoins d'un véritable chaos qui avait éclaté là-bas et où, pendant les premiers instants, je ne savais pas trop ce qui se passait. Tout le monde est là, debout, à regarder, et personne n'avait une bonne vue d'ensemble de la situation. Ma première réaction a été d'appeler quelqu'un pour qu'il envoie des renforts dans ce chaos. Et probablement tous les autres appels étaient les mêmes, car je n'étais pas le seul à avoir une radio. Dans les premières minutes, c'était même mission impossible. Ce n'est qu'après quelques minutes que j'ai réussi à joindre quelqu'un. Je suis au milieu de tout ça. Vous savez, littéralement, je les vois arriver de tous les côtés. Ils arrivaient ici, puis la police arrivait par là, et c'est ce fracas, ce chaos que j'essayais de capturer et de photographier. Nous passons tout de suite en direct au stade du Heysel où se déroulent en ce moment des bagarres assez impressionnantes sur la pelouse même et dans les tribunes. Les gendarmes viennent d'intervenir avec beaucoup de violence. Mais vous le voyez, les supporters sont en ce moment en train de se battre. Arsène Vaillant, vous m'entendez? Oui, que je vous entends. Je vous appelle depuis très très longtemps parce que vraiment ce qui se passe ici est absolument scandaleux. Et je vous dirai tout de suite que si ça continue comme ça, eh bien il n'y aura pas de match de football ce soir. Il y a des bagarres depuis, disons, maintenant 25 minutes environ. Je vous assure que ça a fait des dégâts et il doit y avoir quand même pas mal de gars qui ont été pris dans l'aventure là-bas et qui se trouvent dans un état assez sérieux. Alors ça part partout parce que quand ce n'est pas à gauche, c'est à droite. Maintenant on a fait venir la cavalerie, ben, vous l'avez vu arriver. Peut-être que celle-là va pouvoir rétablir un petit peu le calme. Mais lorsqu'on parvient à rétablir le calme d'un côté, ça explose tout de suite de l'autre côté. Je vous assure que ce qui se passe ici est absolument lamentable et il est vraiment triste que ce qui devrait être une fête, mais vraiment la grande fête de football, d'autant plus qu'on devrait avoir en présence deux des plus belles équipes qui existent actuellement, c'est-à-dire la Juventus et Liverpool, et bien qu'en fonction du comportement d'une bande d'idiots et je vais plus loin, d'irresponsables, eh bien toute cette fête-là soit totalement gâchée. Voilà ce qui se passe pour le moment. J'avais envie de vous parler de sport, mais je crois que ce sera pour tout à l'heure. Espérons qu'il sera possible de le faire. Ici, le stade du Heysel, à vous le studio. Oui, je vous rappelle quand même que si le match peut démarrer, il démarre à 20h15 et il est retransmis en direct sur la première chaîne, non pas sur Télé 2, mais sur la première chaîne de la RTBF. Ça promet d'être du spectacle, sinon sur la pelouse, du moins dans les tribunes déjà. À ce moment-là, on n'avait absolument pas l'idée qu'il y avait des morts. On avait vu des bagarres, comme ils sont passés parfois dans les stades, et on se disait, bon, c'est vraiment une grosse bagarre, mais qu'il y ait des morts, on ne s'en doutait pas. La violence, il y en avait déjà. En Angleterre, souvent, mais c'est la première fois que c'est médiatisé de telle façon. C'est-à-dire que ces images sont diffusées dans le monde entier. La Croix-Rouge, s'il vous plaît, la Croix-Rouge, de la piste.
Personne ne peut imaginer ce que les policiers ont vu, ont vécu, quand on doit tirer des cadavres ou des gens encore vivants, qu'on doit les tirer par les mains. Et alors, pendant ce temps encore, des chants. Il y avait des chants, hein? C'était un mélange comme ça de tristesse, de drame et de joie chez d'autres. C'est un cauchemar hein, qu'on vit. On vit un cauchemar à ce moment-là. On vit un cauchemar. Toglievano le pietre fuori dalla Sì, strada. ma i poliziotti non erano i poliziotti non c'erano. La colpa del Parlamento europeo, la colpa è della polizia. In Bruxelles non c'era un poliziotto qua, decine di persone sono morte per colpa della polizia. Colpa della polizia. Vergogna. Vergogna. Pourquoi la police n'est pas intervenue tout de suite? Pourquoi ça? Di attaquer come ça? La polizia ha avuto paura di prendere contatto con loro. Sono fuggiti, non è giusto. Non è questo come si protegge una partita. Silenzio. Si parla di un'Europa unita. Quale Europa? È da stamattina che gli inglesi fanno quello. E la polizia belga che cosa fa? Voi avete registrato per televisione, avete ripreso tutto. Da chi è iniziato? Noi abbiamo i feriti, questa è gente che non merita di giocare a football. Questa è l'organisation des flics, là aussi, il faut pas l'oublier. Hein. Et moi, je vous dis un truc, il y a peut-être... Les Anglais, ils ont gagné 11-0. 11 morts à 0 peut-être. On en reparlera. Vous étiez là? J'étais là au-dessus. Là, on peut le voir. Là. Il y a des morts, monsieur. Dégueulasse. Les flics, mais c'est pas possible. Il y a des morts. Voulez-vous que je parle en français ou en anglais, en italien? Il y a des morts, monsieur. Il y a des morts. C'est une honte qu'il n'y a pas eu de service de la part des autorités belges. Il faut le dire à la télévision suisse. Et les flics qui l'ont gardé, mais c'est le comble. C'est le comble. Eh bien, nous retournons immédiatement au Heysel où on vient d'apprendre qu'il y aurait des morts dans les tribunes. C'est encore à mettre au conditionnel, mais on voit très bien que la tribune est jonchée de corps et vous voyez, les secouristes manquent de civières. Ils sont obligés d'utiliser des barrières nadars pour transporter les corps des blessés et je vous le dis même, peut-être des morts. Arsène Vaillant, vous êtes sur place, est-ce que vous avez eu des informations à ce propos? Comment dirais-je, justement, nous étions en train d'en discuter il y a quelques instants. On nous a dit qu'il y avait des morts. Quant à dire combien, et si c'est exact, ça je ne puis absolument pas vous le certifier, étant donné que je suis à ma position de commentateur dans la tribune et j'assiste à tout ce qui se passe. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dehors, je n'étais pas dans la bagarre non plus, fort heureusement d'ailleurs, parce que moi je veux bien être commentateur sportif, mais pas non plus correspondant de guerre. Hein. Je me sens, voilà, encore un gars qu'on transporte dans un état qui ne semble pas être des plus brillants. Alors je suppose qu'on va venir tout de même dans les minutes qui vont suivre nous donner des informations. Et j'espère, mais alors j'espère de tout mon cœur qu'il s'agit là de fausses rumeurs, d'exagération. Mais enfin, je crains malheureusement que la chose soit parfaitement possible. Regardez ce corps qui vient d'être déposé sur le brancard était totalement inerte. Hein. Oui, on voit en tout cas que la tribune est jonchée de corps. Oui, oui. Le fait d'être au cœur de l'événement et d'être les premiers sur le coup, ça crée une responsabilité supplémentaire. C'est-à-dire que comme on est les premiers, sinon les seuls, à avoir un certain type d'informations et d'images, on doit d'autant plus faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on montre et être irréprochable. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu des provocations, Arsène? Est-ce qu'il y a eu Mais non, écoutez, de toute façon, il y a un fait social hein, qui n'y a rien à faire. Nous sommes une période de violence et il y a parmi ces supporters ou ces soi-disant supporters, il y a ce qu'on appelle des casseurs. Ce sont des gars qui vont partout où il y a moyen de casser, de créer des incidents et hélas, cela s'est passé ici aujourd'hui. Vous savez, dans ces situations-là, dans les rédactions, il y a une sorte d'ambiance un peu bizarre. On est un peu comme dans un sous-marin qui va plonger. On plonge dans l'information comme un sous-marin qui plonge dans la mer. C'est-à-dire on ferme toutes les écoutilles et on ne se concentre que sur l'événement
La certitude qu'on peut avoir que l'information est vraiment réelle, qu'elle est fondée, et les émotions, à la limite, n'entrent pas. Comme l'eau n'entre pas dans le sous-marin, les émotions n'entrent pas dans la rédaction à ce moment-là. C'est après, assez longtemps après même, qu'on sent la déferlante de l'émotion d'avoir vécu un événement terrible. C'était une chose horrible à voir et à vivre. Mais en même temps, j'ai senti que c'était un moment important à documenter. Vous savez, je ne pouvais pas m'en aller. Cela n'aurait pas été correct. Je pense qu'il est important de témoigner en tant que journaliste dans ce genre de situation et au moins, avec respect, de montrer ce qui se passait. Docteur! Docteur! Il y a encore ici! J'avais reçu, royalement, j'avais eu 2 places pour le bloc Z que j'avais donné à mon fils et à son copain. Et donc, quand mon fils est arrivé au stade, il a vu des ambulances. Et il a vu des corps par terre. Et donc, il s'est dit avec son copain, oh, nous, on rentre pas ici, hein, on rentre à la maison. Mais j'ignorais tout ça. Moi, GSM, tout ça n'existe pas à l'époque. Donc, un peu après, quand le drame était arrivé, la Croix-Rouge avait mis des tentes avec des cadavres à l'intérieur, et les blessés étaient emmenés directement en ambulance dans tous les hôpitaux bruxellois. Et donc, j'ai commencé à fouiller dans les cadavres pour voir si mon fils était là. À un certain moment, j'ai cru le reconnaître, je l'ai secoué. Je ne savais pas comment il était habillé. Et puis, c'est le chef de cabinet du bourgmestre, Freddy Tielemans, qui m'a tiré par mon uniforme, par derrière. Il m'a dit, allez, viens, sors d'ici. Et il m'a sorti. Et lui, il m'a trouvé un téléphone. Et j'ai téléphoné à mon épouse. Au moment où je téléphone à mon épouse, elle était également très inquiète parce qu'elle avait vu les images à la TV à la maison. Et elle me dit, où est Jean-François? Je dis, mais je ne sais pas où il est. Et à ce moment-là, mon épouse voit la porte s'ouvrir à la maison et il est rentré. Et là, j'étais soulagé. Et là, j'ai continué mon job alors, bien sûr. Là, il fallait décider si on allait jouer le match ou pas. Roger,
Non, ton micro marche pas. Le micro marche pas, il va falloir jouer avec celui-ci uniquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez disparu tout à l'heure au moment où ça commençait à devenir vraiment très très grave. Donc je suppose que, en très bon journaliste que vous êtes allé voir ce qui s'est passé là-bas. Je ne sais pas si vous l'avez dit, Arsène, mais il y a une réunion pour le moment. Donc le comité exécutif de l'UEFA est en réunion. Alors ils vont prendre une décision. Faudra-t-il remettre le match ou pourra-t-on quand même jouer? J'ai bien l'impression, mais ce n'est qu'une impression tout à fait personnelle, que l'on va quand même jouer, parce que imaginez un peu la situation ici avec 50 000 spectateurs mécontents en plus de devoir rentrer chez eux sans avoir vu le match. Ça pourrait encore faire de plus grands dégâts encore, et Dieu sait s'il y en a eu. Donc je suppose que le comité de l'UEFA va prendre cette décision. Il faut attendre que les gendarmes soient plus nombreux encore. Il en arrive d'ailleurs, il arrive des cars entiers de gendarmes, des ambulances, toujours. C'est vraiment apocalyptique en dehors de ce stade du Essen ici. Tout le monde s'affole, tout le monde s'énerve. Oui, regardez, voilà, oui. Oh, ben c'est encore, si c'est un blessé, ça va encore. Oui, hélas. Il y en a encore qui ont franchi les balustrades et qui sont là. Vous voyez, ils sont archi déchaînés, hein, c'est pas possible. On ne vient pas parler qu'il s'agit là d'humains normaux, hein, c'est pas vrai. Hein. Ouais, vous voyez, les Italiens maintenant, qui sont là, et ils montrent le marquois. Vous voyez l'heure qu'il est. Parce que maintenant je vous dis tout simplement, il faut bien dire ceci aussi, c'est que tous ces gens qui se trouvent dans les tribunes en face ne sont pas comme nous en contact avec les médias, avec la presse, avec les agences de presse, etc. Ce qui fait qu'il n'y a pas encore eu d'annonce dans le stade. Et je suis à peu près convaincu que, sauf peut-être, disons, des spectateurs qui devaient avoir pris leur petite radio portative avec eux, sont au courant de ce véritable drame qui s'est passé ici. Alors, s'ils ne sont pas au courant, ils doivent évidemment se demander ce qui arrive. Hein. Vous voyez Michel Hidalgo qui est là en train de... Je vais éventuellement essayer. Michel Hidalgo, que pensez-vous de ces incidents absolument lamentables et vraiment tristes? J'étais venu passionné pour ce match-là. Je suis maintenant très triste, écœuré par tout ce qu'on a pu voir ce soir, et on ne peut plus parler de victoire ou de défaite. C'est la défaite du football, la défaite de tous. Il n'y a pas plus responsable l'un ou l'autre, c'est tous ensemble. Et il faudra sanctionner très durement. Est-ce la fin de la Coupe d'Europe? Est-ce une sanction très grave contre les clubs anglais? Je ne sais pas, mais la décision à prendre maintenant est très difficile. Ce qu'on peut dire dans cette tragédie, c'est que nous sommes tous coupables. Merci Michel Hidalgo, merci. Ah voilà, une fois encore, il y a Roger, il revient avec des informations probablement. Roger, voilà le micro. Hop. Arsène, je suis assez essoufflé. Eh bien, je viens parler à Franz Meulemans, qui a assisté à la réunion du comité exécutif de l'UEFA, qui a décidé qu'on jouerait. On va donc jouer, mais on attend le renfort de la gendarmerie et mieux encore le renfort de l'armée, m'a-t-on dit. Je pense qu'il y a des enjeux aussi. Hein. Il y a des contrats. Les télévisions ont été payées, évidemment, pour diffuser ce match. Il y a des contrats extrêmement rémunérateurs qui ont été signés. Et annuler ces contrats, ça coûte énormément d'argent. Il y a juste une chaîne allemande qui a décidé de ne pas le diffuser. Mais toutes les autres chaînes de l'Eurovision ont décidé de le diffuser. Donc c'est une décision seulement de la RTBF. Hein. Une décision générale. Wir im ZDF haben uns nach den entsetzlichen Ausschreitungen mit vielen Toten nicht entschließen können, das Endspiel, das wider Erwarten nach 1,5-stündiger Verzögerung angepfiffen wurde, zu übertragen. Die Verantwortlichen in Brüssel mögen ihre Gründe gehabt haben, das Spiel beginnen zu lassen, es im Fernsehen zu übertragen, in Kenntnis, dass viele Menschen innerhalb und außerhalb des Stadions noch um ihr Leben ringen. Das konnte von uns nicht gerechtfertigt werden.
L'aspect le plus surréaliste, c'est qu'il jouait au football. Il jouait cet événement, sans tenir compte des pompiers et des ambulanciers qui couvraient les corps sur le côté. C'était donc très surréaliste. Et encore une fois, une série d'événements très tragiques. Si aggiudica allo stadio Heysel di Bruxelles la Coppa dei Campioni, battendo per 1-0 i detentori del Liverpool. È un grande successo della Juve, è un successo del calcio italiano, è un successo che regala grande gioia agli entusiasti tifosi ionesi. Ora i giocatori della Juve Quel âge Bravo. avez-vous? 16 ans. Vous êtes italien? Je suis italien. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette soirée? Le gardien a fait un match parfait. Fantastique. Fantastique, il a été le meilleur. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui sont morts à Bruxelles? Ah, c'est très triste. Qu'est-ce que vous pensez qui est plus important, la victoire de la Juve ou ce qui s'est passé à Bruxelles ce soir? Ah, ouais. Tous les deux. Pour le football, c'est mieux la Juve, mais c'est dommage pour les morts. Ce soir, vraiment, ça fait mal à tout le monde. C'est une catastrophe comme ça. Ça ne doit pas arriver dans le sport. Je trouve que c'est un signe, tous ces morts, je trouve que ça doit être un signe pour tout le public qui regarde, tous les sports, même pas que le football. Regarde. Pour un peu de fair play, parce qu'il y a trop de choses qui se passent, trop de trucs horribles. Bonsoir à tous. 24 heures après le drame qui a endeuillé notre pays et le football, c'est la désolation, la tristesse et le remords. Dans un stade du Heysel dévasté, sur les gradins du sinistre bloc Z, où 38 personnes sont mortes hier soir à 19h25, victimes de la panique et de la folie meurtrière, il n'y avait plus ce matin que quelques vêtements, des chaussures et des lambeaux de drapeaux. L'Europe tout entière est sous le choc. Michel Platini, quels sont les sentiments d'un vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions quelques heures après sa victoire dans des conditions qu'on connaît? Eh ben, vainqueur, c'est un grand mot. Je pense qu'aujourd'hui, tout est triste. Plus triste que joyeux. On a vécu d'horribles moments hier soir et on est triste. Vous étiez tenu au courant dans le vestiaire avant le match. Les incidents se sont produits vers 7h15, donc 1 heure avant le match. Vous étiez tenu au courant de la situation? Oui, absolument, parce qu'on ne pensait pas jouer. Donc les gens qui sont venus nous ont dit ça parce qu'ils savaient qu'on n'allait peut-être pas jouer. Alors on nous racontait un peu tout ce qui se passait. Et vraiment, c'était très difficile dans le vestiaire. On ne savait pas quoi faire. En plus, on avait des sentiments très, très humains envers tous les Italiens, toutes ces pauvres personnes qui sont mortes. Vraiment, c'est pas des choses faciles après de rentrer sur le terrain pour jouer. Heureusement qu'on a joué. Au moment du coup d'envoi, vous saviez le nombre de victimes, vous connaissiez? Oui, on savait tout. On savait qu'il y avait à peu près 35 morts au moment-là et ça faisait beaucoup, oui. Il y a parmi nous quelqu'un qui a été particulièrement affecté par la bousculade fatale du bloc Z, c'est Arsène Vaillant. Vous le savez, il assurait en direct le reportage du match. Et comme il l'a dit lui-même sur antenne, à un certain moment de commentateur sportif, il s'est presque transformé en correspondant de guerre. Et vous m'avez dit que jamais vous n'aviez vu autant de violence sur un stade. Non, jamais cela ne s'est produit. Il y a eu des incidents, mais en réalité, il n'y a pas tellement longtemps que cela commence à se produire. Pendant les premières années de ces finales de Coupe d'Europe, c'était une véritable fête, c'était une joie pour tout le monde. On voyait que tous les spectateurs qui se rendaient au stade étaient heureux, l'ambiance était fantastique. Et puis, on a quand même senti au fil des ans
qu'il y avait une telle importance, un tel enjeu financier à la clé, parce qu'enfin, il ne faut quand même pas oublier que hier, par exemple, il y avait des joueurs comme les joueurs de la Juventus, auxquels on avait promis une prime d'1 500 000 francs par joueur en cas de victoire. À partir de ce moment-là, tout est possible. Alors, on va vers la violence, et sur le stade, et à côté. Il n'y a rien à faire. C'est très regrettable, mais c'est comme cela. Le drame du Heysel, c'est la conjonction entre une violence sociale qui s'exprime sur les stades, une impréparation totale de la part des responsables à la fois du stade, de l'Union belge, de la police, de la gendarmerie, et une sorte de candeur de la part de tous ces responsables sur ce qui peut se passer sur un stade. Je pense qu'on avait, à cette époque-là, jamais imaginé que ça pouvait aller aussi loin. Et donc, on a fait comme si ça ne pouvait pas aller aussi loin. La question que tout le monde se pose maintenant, Président, les sanctions. Est-ce qu'on peut envisager peut-être une exclusion des clubs anglais? Je crois que devant un drame pareil, tout peut être envisagé et que si nous voulons sauver non seulement les compétitions européennes, mais le football en général, il faudra que nous fassions preuve peut-être de courage, peut-être aussi d'injustice, parce que nous punirons peut-être des clubs pour les exactions d'une bande de fous, mais il nous faut sauver le public, le football et le sport. Je ne veux pas en arriver à une situation où chacun devrait signer des engagements, montrer ses papiers d'identité, faire l'objet d'un contrôle individuel pour entrer dans un stade. Je tire les conclusions et je demanderai donc au gouvernement belge d'interdire toute compétition où interviendraient des clubs britanniques. I think the Football Association came to the right decision, and it was in accordance with the very grave situation. And the whole of Britain is appalled at what happened, and I think they wanted very firm decisions, and I think they will applaud the decision of the Football Association. English football has today begun paying the price of the disaster at the Liverpool-Juventus match in Brussels. 6 English teams have been banned from playing in European competitions next season. Les réactions d'indignation sont unanimes dans le monde entier. Les mots qui reviennent le plus souvent sont consternation, horreur, dégoût, avec aujourd'hui en Grande-Bretagne un sentiment de honte qui bouleverse tout le pays. C'est terrible, c'est horrible, c'est complètement ridicule. Cela n'aurait jamais dû arriver. Je suis honteuse d'être britannique. Ces supporters ont rabaissé notre pays. Bain de sang, honte totale, carnage à Bruxelles. La presse unanime, toutes tendances confondues, dénonce la folie meurtrière d'hier soir. Je ne m'attendais pas à ce que ma photo fasse la couverture d'un magazine. Mais j'y ai reconnu ma propre photo d'un supporter de la Juventus, mort, couvert d'une écharpe. À l'époque, cela aurait pu être considéré comme une tragédie lors d'un match de football en Belgique entre 2 clubs européens. Mais le fait qu'elle fasse la couverture d'un magazine américain lui a donné une autre dimension à laquelle je ne m'attendais pas. La honte et le dégoût en Grande-Bretagne, mais aussi la colère en Italie, la colère et le deuil, puisque la majorité des victimes d'hier soir sont italiennes. L'Italie qui dénonce aujourd'hui... L'importance de l'événement, on en est tout à fait conscient, ça c'est clair, et que c'est un événement mondial, que c'est d'une gravité sans nom, etc. Ce qui arrive assez bien plus tard, c'est la peine, quoi, la compassion pour les victimes, etc. Ça, c'est quand on commence à connaître la réalité de ce qui s'est vraiment passé, quand on s'est rendu compte que c'était presque exclusivement des Italiens. À ce moment-là, on perçoit ce qui peut être attristant, émouvant dans l'événement. Amistà veramente a cuore, signore e signori, formulare di nuovo le condoglianze commosse del governo e della nazione belga.
Après, il y a eu toute l'enquête, il y a eu le procès, il y a eu les répercussions politiques, évidemment, aussi. On a tout de suite mis sur cet événement une grille de lecture strictement politicienne. C'était d'une mesquinerie incroyable. Après la gravité des événements qui s'étaient déroulés dans le stade, dans les couloirs du Parlement, c'était presque du cirque, enfin. Qui est responsable du respect de l'ordre dans une organisation comme un match de football? À l'intérieur c'est toujours le bourgmestre qui est responsable du maintien de l'ordre. Le général de la gendarmerie a souligné les éléments du dispositif qui n'ont pas permis de répondre au moment donné à la crise donnée. Je pense que ça, c'est son métier. Et il faudra en tirer des leçons. On dit d'erreur, je veux bien. Moi, je parle d'imperfection et je ne vais excuser personne. Mais je me défends de voir uniquement la gendarmerie, et rien que la gendarmerie, écrasée sur le pas des responsabilités. Il y a des responsabilités de tous. Moi, je suis franc et je reconnais qu'il y a eu des imperfections, mais je ne veux pas que la gendarmerie devienne le bouc émissaire de cette affaire. Je crois que vous éprouviez aujourd'hui un certain sens de non-culpabilité. Vous rejetez entièrement la faute sur les supporters de Liverpool, non? Oui. Entièrement. Entièrement. Il n'y avait pas moyen de réagir plus tôt? Non. Tout le monde s'est un peu rejeté la balle et la responsabilité a ouvert son parapluie. Mais la responsabilité de la justice, c'était de mettre le doigt sur les vrais responsables et de les poursuivre, même s'ils protestaient de leur innocence. Mais les vrais responsables, c'était quand même d'abord les hooligans britanniques. Hein. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. The Italians are building up a file of evidence and hope to see the worst of the hooligans brought to justice. Both they and the Belgians believe that one possible charge would be involuntary manslaughter. In Britain, the police were also gathering photographs and videos of the match. It took time to identify those alleged to have been directly involved in the fighting. Well, what we've done is pick out an individual such as that who seems to be in a lot of the action. And then officers with him specifically in mind have had to sit in front of tape and watch for hour after hour to pick him out and follow his progress throughout all the film that we've got. These investigations took 14 months. The Belgian government then requested their extradition, and the British Home Office signed the relevant papers in August. In September, 26 young men were arrested. Je me souviens que la police est venue me chercher. C'était fou. Je travaillais au marché aux fruits de Liverpool. J'étais sur mon chariot élévateur et un policier s'est approché de moi et m'a demandé « Êtes-vous Terry Wilson ?» Et j'ai répondu « Oui ». Et il m'a dit « Nous vous inculpons pour l'homicide involontaire de Mario Ronchi et de 38 autres personnes. » Je m'en souviens parfaitement. C'est exactement ce qu'il a dit. Homicide involontaire. Nous n'y sommes pas allés pour nous battre. Vous voyez ce que je veux dire? Pour tuer ces gens-là. Nous y sommes allés pour les arrêter, les éloigner de nos fans. J'en ai frappé un, ouais, un ou deux. Ils voulaient juste faire un exemple de quelqu'un, parce qu'apparemment, le hooliganisme était un phénomène qu'ils voulaient éradiquer. Ils devaient donc faire un exemple de quelqu'un. Et, ironiquement, ils ont choisi 27 gars, alors qu'ils avaient été des milliers à être impliqués. Le procès des responsables présumés du drame s'est ouvert ce matin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Sur le banc des prévenus, on trouve 24 des 26 supporters britanniques qui ont été reconnus par les témoins comme étant responsables des bagarres. Ils comparaissent librement, ainsi que 2 officiers de la gendarmerie belge et l'ancien secrétaire général de l'Union belge de football. C'est une expérience que je ne souhaite à personne, mais qui laisse des traces à plusieurs niveaux. Car au final, on devient l'objet de quelque chose qu'il faut subir et, oui, on ne sait pas comment ça va finir. Je pense que toute la procédure a duré au moins 5 ans. Personnellement, je ne rejette la faute sur personne. C'était une tragédie qui s'est produite. Et je ne veux pas commencer à rejeter la culpabilité ici et là. Car une personne dira ceci, une autre personne dira cela. Vous voyez ce que je veux dire. Je sais que les Italiens ont déjà dit qu'ils nous blâmaient.
Nous avons blâmé les Italiens et tout le monde accuse la police. Puis les gens ont critiqué le terrain. Mais nous ne sommes que 26 jeunes gars qui ont participé à un match de football au cours duquel quelque chose de terrible s'est produit. Encore une information au sujet du football et des hooligans liés au drame du Heysel, jugé cette fois en appel. 14 des 26 condamnés en première instance en 89 ont comparu aujourd'hui, soit parce que les juges ont considéré leur peine trop clémente, soit parce que certains prévenus ont estimé leur peine trop forte. Mais la Cour d'appel de Bruxelles a été très sévère, bien plus sévère que lors du premier jugement, 4 à 5 ans de prison pour 11 hooligans britanniques. Ma condamnation était de 5 ans. Nous étions 3 ou 5 à avoir été condamnés à 5 ans. C'était fou. Mais le plus fou, c'est que lorsqu'ils nous ont donné la peine, à ceux qui ont reçu la peine maximale, ils nous ont dit « Vous vous connaissiez et vous aviez organisé ça ». Je ne les connaissais pas. Je ne les avais jamais rencontrés de ma vie jusqu'au procès. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait et je sais qui je connaissais. Vous me racontez tous ces mensonges et vous n'étiez même pas là. Juste parce que vous vouliez faire de quelqu'un un exemple. Nous avons donc eu 5 ans, ce que j'ai évidemment pas eu à faire. Ils nous ont donné 5 ans à une amende stupide. Je ne me souviens plus du montant, mais personne ne l'a payé de toute façon. I'm disappointed because 2 or 3 of my clients who I thought should be acquitted have been convicted. J'étais le seul gendarme condamné. Et au départ, en première instance, j'ai eu 9 mois de prison avec sursis et une amende. Je ne me souviens plus du montant. Puis, en appel, ça a été réduit à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 32 000 francs belges. Personne ne méritait d'être condamné pour cette affaire. Mais d'un autre côté, il y a d'autres gendarmes qui portent aussi une part de responsabilité et qui, peut-être, oui, s'ils avaient été condamnés, je n'aurais pas trouvé cela aussi injuste. Franchement, j'ai beaucoup de compassion pour le capitaine Mailleux. J'ai l'impression, c'est le dindon d'une sale farce de la gendarmerie. Et tout au long du procès, je me suis posé la question, suis-je coupable ou suis-je seulement responsable de quelque chose? J'ai toujours apprécié la distinction juridique entre responsabilité et culpabilité. Je ne me suis jamais senti coupable, mais bien responsable. La police de Bruxelles n'a jamais été condamnée. La police de Bruxelles a été blanchie. Par contre, l'UEFA n'a pas pris ses responsabilités depuis le début, ni l'Union belge, parce qu'ils auraient dû empêcher qu'un tel match d'une telle envergure ait lieu dans un stade aussi pourri. La justice a tranché, c'est fini, 40 ans après, c'est terminé. Le procès du Heysel est donc définitivement clos aujourd'hui. La Cour de cassation a rejeté tous les pourvois introduits par les organisateurs du match. Cela veut dire que les familles des victimes du drame du Heysel vont enfin pouvoir être indemnisées après plus de 6 années d'attente. Moi, naïvement, je pensais que les polices et les organisations de football allaient prendre des mesures après un événement aussi tragique, surtout qu'on l'a médiatisé. Alors, un drame aussi épouvantable hors Angleterre, il n'y en aura pas 36 000, non. Mais il y aura quand même des morts par-ci, par-là. Et puis, en Angleterre même, il y aura une bousculade qui se terminera, je crois, par quelques 90 morts, 4 ans plus tard. Et c'est seulement après ça que l'Union européenne de football ont décidé de faire quelque chose sur le plan mondial pour endiguer cette violence. Ce qui s'est passé à Hillsborough est terrible. J'étais présent lors de la bousculade, mais j'ai réussi à m'enfuir. 96 personnes et plus sont mortes à Hillsborough, oui. Et un ami est mort. C'était triste, c'était terrible. Personne ne devrait mourir lors d'un match de football.
J'ai alors arrêté d'aller voir des matchs de foot. J'ai l'espoir que le sport, et en particulier le football, où il y a beaucoup d'intérêts économiques, devienne un sport de pur divertissement, où les familles peuvent se retrouver, où les amis peuvent se retrouver, où tout le monde peut se retrouver pour manger, peut-être même pour boire une bière, et qui vous aide à apprécier tant la victoire que la défaite. Chaque fois que je vois un match aujourd'hui, que je regarde donc à la télévision et pratiquement plus jamais dans un stade, je ne peux pas m'empêcher de penser au drame du Heysel. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser que le football, ça peut être beau aussi. Je crois que le football, c'est un raccourci de ce qu'est l'humanité. C'est un jeu, c'est un rêve, c'est un rappel de l'enfance, donc c'est quelque chose qui peut être très beau. Et puis en même temps, c'est quelque chose qui est très médiatisé, donc c'est un lieu où on exprime toutes ses frustrations, donc ses violences, ses peurs, ses haines. Donc c'est tout ça à la fois. J'adore l'atmosphère du COP. Être debout, chanter. L'ambiance du match était incroyable. C'était un spectacle. Quand je regardais le football, on pouvait croiser un joueur de foot dans un pub. C'était des gens normaux. Le football est ensuite devenu une question d'argent. Pour moi, le football a perdu son statut de classe ouvrière. Je n'aime plus vraiment le foot. Je regarde le football, c'est un peu un divertissement. Je ne le regarde plus religieusement. 40 ans plus tard, je suis une personne différente. Tout simplement parce qu'en grandissant, on acquiert plus de sagesse. On pense différemment. J'étais pas quelqu'un de gentil quand j'étais jeune. Je sais pas pourquoi, j'étais tout simplement pas quelqu'un de très gentil. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que c'est ce qui arrive à la plupart des gens. On vieillit et on devient plus sage. Ou plutôt, on devrait en tout cas.